Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV pour une émission qui va être spéciale aujourd'hui avec notre partenaire Construction 21. Et donc j'ai à mes côtés la directrice de Construction 21, Véronique Pape. Véronique Pape, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler Construction 21, on va aussi parler de votre concours et on a la chance d'avoir des lauréats de ce concours autour de la table qui vont pouvoir nous présenter les projets pour lesquels ils ont été désignés lauréats. Mais d'abord, Construction 21, qu'est-ce que c'est ? Alors Construction 21, c'est un réseau social d'un genre un petit peu particulier puisque nous ne parlons que de bâtiments et de villes durables et nous nous adressons à une cible de professionnels. Et donc notre objectif, c'est de montrer ce que font les pionniers du secteur pour inspirer le reste du marché et contribuer à accélérer la transition du secteur vers le durable. Voilà, donc c'est aller plus vite, montrer, partager et donc un concours qui permet de montrer et de partager. Oui, en fait, sur Construction 21, tous les contenus, donc que ce soit des articles, des études de cas, etc., sont publiés par des professionnels eux-mêmes, pas par des journalistes. Et donc, on a notamment une base de données de plus d'1 millier d'études de cas qui montrent des bâtiments exemplaires. Et on a décidé, il y a maintenant 4 ans, de créer ce concours qui s'appelle Green Solutions Award. Là, vous avez la brochure des gagnants de l'année dernière. Voilà, qu'on peut retrouver sur le site internet encore de Construction 21. Tout à fait. Et donc, ce concours permet à la fois de donner une motivation supplémentaire pour les professionnels pour publier de belles études de cas qui inspireront d'autres professionnels. Et puis, évidemment, pour les professionnels qui participent, c'est l'assurance d'avoir une très, très belle visibilité puisque nous sommes un réseau international et donc chaque étude de cas est vue dans différentes langues dans le monde entier. Qu'est-ce que vous retenez du concours de cette année? Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a un point qui a été vraiment commun à l'ensemble des candidats et qu'on a beaucoup aussi entendu dans les jurys, c'est l'humain. Et en fait, beaucoup de gagnants ont été choisis parce qu'au-delà de la performance technique, de l'innovation, ils avaient pensé à l'humain qui allait habiter ou travailler dans ces bâtiments. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire durable, on ne fait pas que durable techniquement, on fait aussi durable pour les gens qui vivent à l'intérieur des bâtiments qu'on construit. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Écoutez, merci, merci. Et puis on se retrouve demain parce que demain, nous aurons une autre émission et on ira un petit peu plus loin sur le concours. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Donc retour sur le plateau de Bâti Journal TV et où on va donc voir les différents projets, enfin 3 projets ce soir qui ont été lauréats du concours Green Solutions Award. La voûte nubienne, la cité du centenaire et le lycée des Mauges. Et on va commencer avec vous par la voûte nubienne. Donc quand je dis avec vous, c'est Cécilia Renaudot, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir. Et vous faites partie de l'association de la voûte nubienne. De quoi qu'est-ce que c'est l'association de la voûte nubienne? Alors, la voûte nubienne, donc l'association La Voûte Nubienne. L'association d'abord. Est une association en fait qui diffuse la technique de construction voûte nubienne en Afrique de l'Ouest. On n'est pas une entreprise de construction, on agit comme facilitateur de marché pour créer les conditions d'un marché autonome et endogène en Afrique. D'accord. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin, Cédric Lebris, bonjour. Bonjour. Vous représentez le département des Yvelines. Tout à fait. Et vous êtes responsable au sein de ce département de la coopération internationale. Tout à fait, oui. Voilà, et donc c'est avec vous, vous êtes le maître d'ouvrage, on peut dire, du projet lauréat. C'est ça, c'est un projet qui s'appelle... Je vais vous demander de rapprocher à peine votre micro. C'est un projet qui s'appelle la Maison des Yvelines, qui a été construit au Sénégal par des artisans locaux, coachés par la voûte nubienne et qui ont suivi cette technique de la voûte nubienne. Qui ont suivi. Alors comment ça se passe, la genèse de ce projet? Alors nous sommes une collectivité territoriale avec un territoire de 1200 km², 1 400 000 habitants. Nos élus travaillent, ont une action volontariste sur leur territoire pour améliorer la vie quotidienne des populations yvelinoises. Toutefois, il y a un certain nombre de facteurs qui leur échappent et des influences nationales, européennes, internationales qui ont des impacts sur ce territoire-là. C'est pour ça que les collectivités locales sont de plus en plus nombreuses et les élus locaux ont compris ça depuis quelques années, que
on ne pouvait pas envisager un développement uniquement à l'échelle de nos 2200 km² sans prendre en compte ces influences extérieures sur le développement de notre territoire. Et donc une action internationale a été mise en place depuis une dizaine d'années qui prend en considération des facteurs comme le changement climatique, comme les migrations, comme l'insécurité, les troubles politiques dans les pays qui génèrent de l'insécurité dans nos pays également, ou la mondialisation économique. Et le bâtiment dont on va parler se trouve où et pour qui et pourquoi il a été construit? Mais particulièrement par rapport à cette question du réchauffement climatique, bon, en Yvelines, bien sûr, on essaye d'avoir une politique en direction de nos habitants, de nos entreprises, sur les transports, sur l'habitat également, sur ces questions de baisse des consommations énergétiques. Il y a un prolongement qui s'est fait naturellement à l'international, puisque les pays africains, mais les pays émergents en particulier, sont aujourd'hui sur des pentes de croissance très très fortes qui pour l'instant reposent sur des chemins techniques assez polluants, puisque c'est les techniques les plus polluantes qui sont les plus accessibles à ce type de pays. Donc on s'est à un moment interrogé sur l'impact que nous, on pourrait avoir à travers nos programmes de coopération sur ces questions de réchauffement climatique. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une opportunité de rencontre avec l'association La Voûte Nubienne qui nous a parlé de son programme. C'est quelque chose qui nous a fait tout de suite réagir, qui a séduit nos élus et qui ont cherché à voir comment on pouvait intégrer ça dans nos actions de coopération. Voilà. Donc des élus séduits par la voûte nubienne, et je vais vous demander de repasser le micro à votre voisine et expliquez-nous ce qu'est cette voûte nubienne. Alors la voûte nubienne, c'est une technique de construction entièrement en terre qui est originaire de Nubie, d'où le nom voûte nubienne, donc sud de l'Égypte, nord du Soudan, qui est une technique ancestrale qui existe depuis plus de 3000 ans et qui a été totalement oubliée et qui est inconnue en Afrique de l'Ouest. Et elle permet la réalisation de bâtiments entièrement en terre. Briques de terre crue et mortier de terre pour les murs et la toiture, sans coffrage pour la toiture. Et c'est ça l'innovation, c'est qu'on n'a pas besoin de bois qui disparaît. Une innovation qui date de 3000 ans, c'est ça si j'ai bien compris. C'est ça, c'est une innovation parce que ça a été remis au goût du jour, modernisé également, et qui évite du coup l'utilisation de bois qui disparaît à cause de la déforestation et du changement climatique en Afrique. Et ça évite également l'utilisation de matériaux importés, totalement inadaptés à cause du confort thermique. Voilà, là on a quelque chose de vraiment vertueux sur le plan environnemental, puisque j'imagine que la terre, elle n'est pas importée, mais c'est la terre qui est prise sur place. C'est ça, c'est des briques de terre crue, donc la terre est récupérée. C'est ce qu'on appelle l'adobe ? C'est ça, c'est des briques de terre crue faites localement, avec donc briques de terre crue séchées au soleil. Donc on n'est pas sur des briques de terre compressées qui vont nécessiter des machines et des mélanges entre terre et ciment qui vont être trop complexes et difficiles pour les populations locales de faire ces briques-là et de s'approprier cette technique-là. On est vraiment sur des matériaux locaux, une technique très simple et des ressources humaines locales du coup qui vont travailler sur les chantiers, qui vont se former à la technique voûte nubienne. D'accord. Donc une technique, vous formez, il y a cet aspect donc environnemental, il y a un aspect très fort environnemental, on prend ce qu'il y a sur place et on construit ce qu'il y a sur place, sans bois, sans rien d'autre. Alors sur cet aspect social, comment ça se passe sur place avec les personnes? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'on leur apprend à la fois à faire les bâtiments, mais aussi à les utiliser et à vivre et à les utiliser? Alors sur la question de la formation des apprentis, donc c'est vraiment localement que ça se passe sur les chantiers. Le maçon, pendant qu'il construit le bâtiment pour le client, va former ses apprentis au fur et à mesure aux différents postes de la construction. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des chantiers, les apprentis vont devenir des maçons qualifiés qui vont pouvoir vendre leur travail localement au sein de leur communauté ou pour des bâtiments publics ou communautaires. Nous, de notre côté, notre rôle, c'est d'accompagner cette formation par compagnonnage, comme on dit, par des modules de formation technique et entrepreneuriale. Notamment parce qu'une grande majorité des maçons sont des agriculteurs qui vont apprendre le métier de maçon voûte nubienne en complément à leur activité saisonnière d'agriculteur et n'ont pas forcément les compétences entrepreneuriales pour développer leur marché. D'où notre rôle vraiment d'accompagnement à la formation entrepreneuriale. Par exemple, sur ce chantier, comment ça s'est passé? Il y avait à la fois donc, la construction, les gens venaient se former. Qui a construit le bâtiment? Alors, celui qui a construit le bâtiment, c'est un entrepreneur burkinabé
qui a créé son entreprise au Sénégal. Puisqu'il y avait beaucoup de demandes au Sénégal, le Sénégal, en fait, on a commencé notre action au Burkina en 2000, puis au Mali, et plus récemment au Sénégal. Donc pour l'instant, il y a encore peu de maçons voûtes nubiennes qualifiés sénégalais. Donc on se base encore beaucoup sur des ressources locales qui viennent du Burkina ou du Mali pour construire les chantiers et former la nouvelle génération de maçons sénégalais. Donc l'entrepreneur qui a réalisé ce bâtiment vient du Burkina, est installé au Sénégal, a monté son entreprise, a intégré des apprentis localement et des apprentis qu'il a fait, comme c'était un gros chantier, il a aussi fait venir des apprentis des pays voisins. Et on a également un budget supplémentaire sur le chantier pour vraiment faire ce qu'on appelle une formation dynamisée, pour vraiment prendre le temps sur chaque poste du chantier, des fondations à l'élévation des murs, à la construction de la voûte, que chacun des apprentis puisse vraiment apprendre la technique. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui ça a essaimé un petit peu? Est-ce qu'on a déjà des projets? Je vais peut-être vous demander de repasser le micro à votre voisin. Le but de l'opération, hein, si j'ai bien compris, c'est aussi celui de l'exemplarité. Voilà. Est-ce que de ce point de vue, vous êtes satisfait? Et puis est-ce qu'on a déjà des bâtiments en voûte nubienne qui apparaissent à droite à gauche? Alors l'association La Voûte Nubienne était présente au Sénégal depuis 5-6 ans déjà, un peu moins. Avait fait des tentatives de développer le marché, en particulier le marché privé, mais sans réellement arriver à accrocher l'intérêt des particuliers. Donc un changement de stratégie a été développé, c'est pour ça qu'ils se sont aussi tournés vers une collectivité comme la nôtre qui avons une action au Sénégal, c'est d'essayer de convaincre les prescripteurs d'achat public, les collectivités locales en premier lieu, mais aussi après les gouvernements, pour essayer de montrer l'exemple à travers des écoles, des maternités, des bâtiments administratifs à la population de l'intérêt de cette technique. C'est-à-dire qu'on essaie de changer un petit peu d'échelle. On était chez le particulier, hein, on dirait en France, pour aller sur le bâtiment public. Et c'est par le bâtiment public qu'on veut montrer qu'un autre mode constructif est possible. Oui, tout à fait. On a cet exemple qui n'est pas lié à nous, notre coopération, mais qui existait avant dans l'intervention de la voûte nubienne, qui est une maternité construite dans le Sénégal oriental. Si vous avez déjà été en Afrique et avez fréquenté une école par Pintole ou une maternité construite avec des matériaux dits modernes, on y suffoque rapidement. Et finalement, rentrer dans la maternité, c'est presque une cause de mortalité quand on y vient pour se faire soigner, ou une cause de ne pas suivre les cours, oui, parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur de ces bâtiments. Alors que là, dans un bâtiment comme celui-ci, on a alors peut-être pas une sensation de fraîcheur, mais en tout cas, il n'y a pas de surchauffe. Voilà, il y a une vraie notion de service public à proposer ce type de bâtiment dans les services sanitaires, dans les services de l'éducation. C'est pas parce qu'on a une école que les gens viennent s'éduquer, il faut qu'il y ait un minimum de conditions parmi lesquelles le matériel, parmi lesquelles le bâtiment, pour qu'on puisse se concentrer un minimum sur ces études. Donc cette maison qui a été construite à Ourossogui sert quelque part de tête de gondole à un programme sur lequel on travaille maintenant avec la voûte nubienne, qui est de le diffuser dans cette région orientale du Sénégal, en s'appuyant à la fois sur le réseau de collectivités locales avec lesquelles on travaille, mais aussi et surtout sur la diaspora sénégalaise qui est dans les Yvelines, mais en France aussi, puisque la population sénégalaise ou d'origine sénégalaise est très importante en France. On essaye de leur montrer que ce type de bâtiment existe, apporte un vrai service en plus aux populations, et que eux qui ont l'habitude de financer ou leur propre maison ou la maison de leur famille dans les villages, ils peuvent aussi utiliser ce type de technique. Ils peuvent aussi adopter ce mode constructif. Ouais. Ce sera une forme de conclusion. Mais c'est vrai que du coup, pour rebondir aussi sur ce que disait Cédric, c'est vrai qu'on voit déjà les impacts de la réalisation de ce bâtiment, puisque il y a eu des inaugurations, il y a eu une inauguration qui a été réalisée, et on organise des visites dans ce bâtiment, notamment auprès des conseils départementaux, des agences régionales de développement, etc., pour les inciter à utiliser la voûte nubienne pour leurs projets de construction. Et on a déjà des demandes. Cette année va être réalisé l'hôtel départemental pour le conseil départemental de 2 départements du Sénégal, intéressés à la voûte nubienne, qui vont le réaliser avec cette technique-là. Donc on voit que du coup, ce bâtiment-là sert vraiment, à travers l'exemplarité du bâtiment, ça permet vraiment de diffuser et de répliquer ce modèle, tout en formant des maçons locaux qui vont après en plus pouvoir proposer leur offre aux populations locales. Voilà, et encore un détail, on voit le bâtiment à l'image, c'est un bâtiment aussi qui est travaillé au plan architectural, hein. C'est pas un bâtiment qu'on vient poser par hasard.
Vous pouvez nous dire le nom de l'architecte du projet? Alors l'architecte s'appelle Mathieu Hardy, c'est un ancien salarié d'AVN qui a travaillé pendant 6 ans pour la voûte nubienne et qui après a décidé de devenir indépendant pour proposer ses services aux clients qui sont intéressés à construire avec cette technique. Et à noter également que c'est une technique qui a été volontairement simplifiée et standardisée. Donc on fait appel à des architectes pour des bâtiments complexes comme celui-ci, mais la majorité des bâtiments voûte nubienne qui sont construits n'ont pas besoin d'un architecte. Voilà, ils sont construits par les gens que vous avez formés et eux, ils savent exactement faire des modules qu'ils associent les uns aux autres. C'est un peu ça C'est ça, tout à fait. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce bâtiment donc, qui est exemplaire hein, sur tout point de vue, climatique, matière, carbone, on ne peut pas dire... Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mieux en fait. Comparé aux autres bâtiments qui existent, pour l'instant, c'est vrai que nous, on n'a pas trouvé de solution architecturale qui répondent autant aux enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, économiques des populations locales. Merci beaucoup à vous deux d'être venus jusqu'ici et merci de nous avoir présenté ce beau bâtiment. À bientôt, j'espère, une prochaine fois. Alors, je me tourne maintenant vers la Belgique. Vous êtes Marcel Baratucci, vous êtes ingénieur et architecte et vous vous êtes intéressé à la réhabilitation d'une cité qu'on appelle la Cité du Centenaire. Oui, exactement. Bonsoir et merci pour votre accueil dans ce salon. Avec mon associé Nathalie Abrassa, nous avons créé une équipe pluridisciplinaire et c'est donc sous un aspect pluridisciplinaire que nous avons aborder ce projet qui consistait simplement en une réhabilitation de blocs d'immeubles, d'appartements sociaux, donc de logements publics. Et nous avons transcendé ces travaux avec une approche horizontale pour aborder toutes sortes de problématiques de façon à replacer les humains au centre de nos préoccupations. Au centre des préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de ce que vous avez trouvé de présenter cette cité du Centenaire telle qu'elle était quand vous êtes arrivé sur place? Alors, il s'agissait en fait de 9 blocs de 12 appartements qui avaient été construits dans les années 50 par le grand architecte Victor Bourgeois. Malheureusement, dans les années 80, donc, ces immeubles avaient été dénaturés par des bardages en asbeste-ciment et ils ne présentaient plus les surfaces suffisantes pour répondre aux normes actuelles. Et compte tenu des budgets disponibles à ce moment-là, le maître de l'ouvrage a décidé de démolir un bâtiment et d'en reconstruire un nouveau. Et donc, notre intervention a consisté à proposer d'abord une intervention artistique sur le pignon de l'immeuble après démolition, de réhabiliter les 4 immeubles existants, ensuite de créer un nouveau bâtiment sur pilotis à la place de batteries de garage, et cela pour permettre de dégager le sol de façon à loger les voitures en dessous et également mettre à disposition du quartier une place. Ensuite, nous avons proposé également de construire dans l'espace laissé libre entre les 2 bâtiments situés à front de voirie et le bâti existant continu, 2 nouveaux immeubles pour pouvoir poursuivre le tissu urbain. Voilà. Donc en fait, d'un projet au départ peut-être banal de construction et de construction-rénovation, vous faites un projet de quartier. Voilà, nous l'avons transformé en écoquartier avec toujours les objectifs du développement durable, c'est-à-dire une intervention sur l'aspect, je dirais, environnemental en diminuant les consommations d'énergie. Donc là, on a pensé à la planète en faisant des ACV. Et aux habitants aussi, puisque oui, leur facture énergétique alors là, ça c'est l'aspect plutôt social, mais donc l'aspect planète. On a travaillé sur la problématique des déchets. Nous avons été un chantier pilote. Et c'est comme ça que pour rénover, par exemple, les bâtiments, préalablement à leur rénovation, dans les travaux de démantèlement, sur 20 tonnes de déchets démontés, 1 tonne a été entièrement réutilisée telle qu'elle, 17 ont été entièrement recyclées et seules 2 tonnes ont été évacuées en décharge. Voilà. Les déchets qui ont été réutilisés, cette tonne qui a été réutilisée, qu'est-ce que c'est? Alors, c'était une chaudière. La plus grosse chaudière, c'était tous les radiateurs. Par contre, lorsque nous avons démoli le bâtiment, nous avons récupéré les éléments en pierre bleue qui étaient importants, des éléments en briques de verre, en pavés de verre. Et tous les éléments de pierre bleue non réutilisés vont être utilisés lorsque nous ferons les aménagements d'une place au pied de l'immeuble.
Voilà. Et les autres déchets, donc pas les déchets ultimes, mais c'est quoi? C'est du déchet recyclé c'est le métal, c'est le bois. Voilà. Et là, ils sont traités par les filières habituelles. Ils sont traités par les filières habituelles, oui. Le retraitement des déchets, voilà. Soit pour partir en chauffage urbain ou... Voilà, là je ne connais pas la suite, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette façon de faire nous a permis de donner du travail à une société à vocation sociale qui a créé de l'emploi. Et in fine, ça a coûté moins cher que si on n'avait pas procédé de cette manière-là. D'accord. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, chantier, l'aspect déchets. Environnemental. Environnemental. Continuons sur cet aspect-là, donc de bâtiments vertueux, on va dire. Comment vous traitez les bâtiments? Comment vous traitez leur enveloppe pour qu'ils soient passifs, puisque si j'ai bien compris, c'est une opération passive? Oui, alors on nous demandait de faire des bâtiments basse énergie et nous avons mis la barre assez haut et nous avons proposé un immeuble donc de 12 appartements qui ont été certifiés passifs par la plateforme Maison Passive, qui est l'organisme qui certifie. Par contre, pour la rénovation des immeubles, nous ne voulions pas une inégalité sociale, puisque ces immeubles en fait, sont occupés par des personnes à revenus moins élevés. Et donc, on souhaitait qu'ils aient les mêmes charges que les nouveaux logements. Et là, nous avons utilisé les critères du passif, mais sans les certifier, pour ne pas donner une contrainte trop importante sur l'entrepreneur qui aurait eu un impact négatif sur les prix. D'accord. Donc vous aviez peur qu'en disant on va le certifier, l'entrepreneur augmente un petit peu les choses. Mais par contre, les matériaux d'isolation qui ont été utilisés d'un côté comme de l'autre sont plus ou moins les mêmes coefficients, puisque pour certifier un bâtiment, il faut d'abord travailler sur l'enveloppe, et c'est ainsi que nous avons mis 28 cm d'isolation sur la toiture, 28 cm d'isolation sur les murs, 14 cm d'isolation sous les planchers. Tous les châssis sont de type triple vitrage. Ça, triple vitrage, c'est dans les deux cas. Dans les deux cas, nous avons mis des ventilations double fût dans les deux cas. Et par contre, nous avons travaillé sur l'étanchéité du bâtiment pour le nouveau bâtiment. Et pour le bâtiment existant, nous avons chaque fois veillé que sur toutes les parties sur lesquelles on intervenait, l'étanchéité soit améliorée. Et ce qui nous a permis un très beau coefficient de 1,4 de taux de renouvellement d'air. Alors que pour être passif, il faut en dessous de 0,6. Mais un nouveau bâtiment construit aujourd'hui sans préoccupation particulière, on est à 2. Donc on a quand même eu un bon score. Un bon score pour les bâtiments rénovés. Est-ce qu'on a repensé un petit peu l'intérieur aussi? L'intérieur des logements a été rénové? Oui. Alors en ce qui concerne les logements qui ont été rénovés, donc, nous avons utilisé les balcons qui ont été intégrés au séjour pour augmenter les surfaces habitables. Et nous avons proposé un petit balcon indépendant métallique pour ne pas solliciter la structure existante et qui permet au moins aux habitants de pouvoir sortir sur le balcon et s'asseoir. C'est-à-dire que la loggia, enfin le balcon existant, vous l'avez intégré au logement, voilà. Et vous avez remis une espèce de petite loggia. Devant, une petite loggia pour que les gens puissent avoir un accès dehors et en même temps agrandir leur appartement. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que pour le nouveau bâtiment, donc qui était le bâtiment passif, ce sont des nouveaux locataires qui ont été choisis, je dirais, dans la population, alors que pour la réhabilitation, il s'agissait en fait des locataires qui se trouvaient déjà dans la cité et qui ont été déplacés. Et donc, ils ont déménagé d'un ancien bâtiment pour se retrouver dans la même configuration mais dans un nouveau bâtiment, ce qui est toujours beaucoup plus délicat et demande un accompagnement social avec des explications, une participation. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens, les habitants revivent dans ces appartements, vivent dans ces appartements. Voilà. Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, les retours sont excellents. D'abord dire qu'on a eu beaucoup de craintes de la part des locataires qui voyaient en fait les nouveaux appartements donc, se transformer devant chez eux. Et donc nous avons proposé donc, d'abord de faire une réunion d'information. Ensuite, lorsque les bâtiments étaient pratiquement terminés, nous avons fait une visite pour leur permettre de préparer leur déménagement. Et lorsqu'ils sont rentrés dans les bâtiments, 2-3 mois après, nous avons organisé une réunion avec l'entrepreneur pour faire un inventaire de tous les problèmes qu'ils connaissaient, ce qui nous a permis d'améliorer les travaux qui étaient en cours sur ceux en face et de prendre en considération leurs remarques. Et là, on est vraiment dans la collaboration. Donc tout le monde, on va dire, a participé à ce projet, à la fois les habitants, évidemment, l'architecte, entrepreneur, mais c'est un projet, on peut dire, collaboratif un petit peu? Oui, collaboratif, et on doit vous dire aussi que par l'intervention donc, de la Commission des Arts de Wallonie qui a financé une intégration artistique,
Nous avons proposé à l'artiste française, mais qui vit à Bruxelles, qui est Léopoldine Roux, de travailler sur le thème du recyclage. Et elle a conçu une façade colorée où, avec les enfants de l'école communale qui se trouve juste au pied des immeubles, ils ont collecté toutes les traces des vies passées dans le bâtiment qui allait être démoli pour en garder un témoignage vivant. Témoignage vivant qui se retrouve en façade. Et qui se retrouve donc en pignon et qui n'est pas en fait une œuvre qui a été appliquée, mais qui est en fait la façade proprement dit de ce pignon du bâtiment. D'accord. Donc, comme disait Véronique Pape tout à l'heure, un projet où l'humain est au cœur. Un Tout peu à fait. comme le projet qu'on a vu pour la voûte nubienne. Oui, et je pense en tout cas que nous avons chaque fois essayé d'intégrer le caractère humain, ce qui n'est pas évident du tout. Il faut savoir qu'on a affaire à des techniciens ou à des financiers qui ne voient que le résultat. Et là, on est dans des schémas qui sont verticaux. Et nous, chaque fois, on essaie de privilégier des schémas horizontaux pour tenir compte de l'environnement, des abords, de l'aspect social, de l'aspect financier, de l'aspect pédagogique aussi. Voilà, donc un ensemble architecture et personnes qui vivent dans cette architecture. Et c'est vrai, assez rare pour être signalé. Oui, et c'est la raison pour laquelle nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable, puisque nous avons abordé les trois éléments, l'environnement, le social et l'économique, ce qui nous a valu d'obtenir un premier prix, donc qui est le prix du développement durable de la province de Hainaut, et puis le prix européen, enfin le prix belge, et maintenant nous allons à Bonn. Et vous allez concourir la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de ce beau projet où l'humain est au cœur, comme disait Véronique Pack tout à l'heure. Voilà, c'est Merci. avec beaucoup de plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, je me tourne vers vous. Et maintenant, on va s'intéresser à un bâtiment public donc, où l'humain est encore une fois au cœur, j'imagine. On va parler du lycée des Mauges. Donc à côté de moi, Lionel Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et votre agence s'appelle Epicuria, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin ou alors de prendre le micro. Et vous êtes monsieur Sébastien Etou, vous représentez la société Eiffage qu'on ne présente plus, et vous êtes chef de service énergie chez Eiffage. Et vous vous êtes occupé, on va dire, de l'aspect énergétique de ce projet. Alors on va commencer par l'architecte et on va voir avec vous un peu comment vous avez conçu ce bâtiment qui est, je crois, un bâtiment BEPOS. Oui, tout à fait. Donc, alors déjà, BEPOS, on rappelle un bâtiment à énergie donc, positive. Bâtiment à énergie positive, c'est le premier dans ce style dans la région. Tout d'abord, je vais planter rappelez-nous la région parce que je ne l'ai région pas Pays dit. de la Loire. Donc on est à Beaupréau, c'est entre Angers et Cholet. Donc c'est avant tout une aventure humaine et plutôt politique ce lycée, puisque la région souhaitait le construire depuis une trentaine d'années. Donc c'est le premier lycée public du Pays des Mauges. Donc on a eu la chance de gagner ce concours voilà, avec ce terrain qui était une grande pente, un champ en fait face à la ville de Beaupréau. Et le parti architectural qui nous a guidés tout au long du projet, c'était de rester dans l'esprit du bocage, du paysage de bocage, et de coller à la topographie du terrain avec un bâtiment en lanière qui épouse les courbes de niveau. D'accord, donc on descend petit à petit. On suit la pente. On suit la pente avec les différentes lanières. Voilà, il y a une quinzaine de mètres de dénivelé sur le terrain, ce qui n'était pas évident à gérer. Oui. Donc on a un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et un R+1. Et un bâtiment donc en lanière qui est aussi relié par un atrium ou une rue intérieure. Voilà, donc en fait l'espace central, cette rue intérieure qu'on a souhaitée extrêmement transversale, elle nous permet de desservir l'ensemble des services. C'est un espace bioclimatique, donc non chauffé. C'était aussi un souhait de la région, de notre maître d'ouvrage, d'avoir un espace transversal, transgénérationnel également, puisque c'est un lycée général avec aussi une dimension technologique, ainsi que de l'enseignement professionnel. Donc l'espace central permet aux personnes de se retrouver et d'échanger. Voilà, c'est une rue intérieure, donc c'est une rue intérieure. C'est un endroit où on peut discuter, où on peut se retrouver, et en même temps, ça permet de distribuer le bâtiment. Oui. Voilà. Donc on est couvert par une verrière qui va permettre l'hiver d'avoir un espace tempéré de manière passive.
On a un système de ventilation naturelle tout simple par convection dans cette rue intérieure. On le développera tout à l'heure avec Sébastien. Voilà, verrière qui n'est pas chauffée. Hein. Non, on n'a pas chauffé. Donc ce qui veut dire que l'enveloppe du bâtiment, côté verrière ou côté extérieur, est traitée de la même façon? Oui, tout à fait, oui. On a une enveloppe, comme tout bâtiment BPOS, on est aussi certifié donc HQE, Certi-VA, bâtiment tertiaire. On a une enveloppe très performante en termes thermiques, tout en profitant de l'inertie du béton, puisqu'il s'agit d'un bardage bois, mais sur une structure béton. Voilà. Et on a également valorisé toutes les toitures avec une surisolation et une végétalisation. Et une végétalisation sur les toitures. Voilà, qui peut être extensive ou semi-intensive suivant les cas. On va revenir sur cette enveloppe. Le bois, c'est votre choix, c'est le choix du maître d'ouvrage? C'est plutôt notre choix, à vrai dire. C'est pour des raisons toutes simples de volonté d'utiliser les matériaux durables, renouvelables. Il s'agit de bois en plus français, qui vient du Limousin, le Mélèze. Voilà. Donc après, on a eu une discussion avec le maître d'ouvrage par rapport au vieillissement du bois et à ce changement d'aspect qu'on peut. Voilà, c'est pas toujours facile. Il faut préparer les choses, bien entendu. C'est difficilement. Enfin, parfois, on l'accepte mal, ce changement d'aspect. Voilà. Vous avez fait le choix de le garder au naturel, pas de produit, rien, et il va vieillir naturellement. Et ça, vous pensez, enfin, vous en avez parlé, j'imagine, avec le maître d'ouvrage. Comment il le vit, lui, ce vieillissement, ce début de vieillissement? Alors on a bien réfléchi à la question, bien entendu, en lui montrant d'autres exemples. Et en fait, en termes de mise en œuvre, tout a été fait pour qu'il vieillisse de manière homogène. Ce qui est pas évident, c'est lorsque votre bardage vieillit de manière hétérogène, suivant les zones, s'il est abrité ou exposé. Le Mélèze a plutôt la propriété de griser de manière homogène. De manière homogène et uniforme. Voilà, donc ça se passe bien. On a à peu près 2 ans maintenant le bâtiment a à peu près 2 ans de vie. Et il est en train de prendre petit à petit sa couleur grise. Oui. Et est-ce que le maître d'ouvrage le vit bien? Écoutez, oui, tout à fait. Oui. Il le vit bien. Les utilisateurs le vivent bien, le maître d'ouvrage le vit bien. Et les utilisateurs aussi. Alors, on est sur un bâtiment BPOS. Bâtiment BPOS, ça veut dire enveloppe, on en a parlé, performante, mais ça veut dire aussi gestion des apports solaires, apport de lumière naturelle, apport solaire passif. Comment vous gérez ça sur ce bâtiment? Alors c'est vrai que la lumière et le confort visuel est au centre de notre conception aussi, puisqu'on a des espaces toujours traversants. Les salles de classe sont distribuées par cette rue intérieure et également éclairées par des baies qu'on voit ici sur la perspective. Donc on a la plupart du temps des vues traversantes dans tous les locaux. Donc la lumière naturelle est vraiment très très présente. Tout ça, c'était aussi dans le but d'économiser de l'énergie en éclairage. On a d'autres dispositifs d'économie d'énergie par rapport au puits canadien dont on parlera tout à l'heure, qui nous permettent aussi de gagner des calories. Voilà. Bon, pour le chapitre lumière, en tout cas, on a privilégié les apports naturels, on a toutes les protections solaires adéquates fixes, puisqu'on est sur un lycée, donc il faut penser à l'entretien et à un système. Oui, il faut penser, il ne faut pas que ça coûte trop cher en entretien. C'est ça. Un système fixe, il y a toujours un risque que ça se grippe quelque part. Voilà, donc très peu de protection solaire mobile et plutôt des systèmes fixes. Alors, je vois aussi sur l'image qu'il y a derrière vous une éolienne, des panneaux solaires, un puits canadien. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui utilise les énergies non renouvelables. Oui. Pour une raison toute simple. Donc il y a listé comme cela, ça fait un petit peu catalogue. C'est pas le cas. L'idée, c'est pas de faire un catalogue, c'est ça. Là, la principale qualité du projet, c'est bien sûr son insertion dans le paysage. À savoir, l'éolienne, elle est plutôt pédagogique qu'utilitaire. Voilà, on a notre champ solaire également qui permet de compenser les consommations électriques de l'établissement. Disons que pour un lycée, c'était intéressant de montrer aussi toutes ces techniques puisque c'est aussi un lieu de pédagogie. Voilà, et les lycéens vont pouvoir se les approprier. Les lycéens voient toutes ces techniques ainsi que les parents d'élèves. Et on a une équipe en plus pédagogique qui s'est énormément investie dans le bâtiment dès sa création. Et certains sujets de travaux d'élèves actuels sont le lycée en tant que tel, sur le plan énergétique, sur le plan de la gestion, ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment. Donc voilà, il y a une forme d'exemplarité comme ça qui sert au premier degré en pédagogie. Alors, on va parler maintenant avec Monsieur Etou. Vous vous occupez de la partie énergie, c'est-à-dire que vous arrivez sur un bâtiment qui a une enveloppe bien travaillée, on va dire, au plan passif, et vous
vous vous occupez de la partie énergie et de la partie chauffage, ventilation et autres. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous approchez un bâtiment comme celui-ci? Alors la manière dont donc nous, Eiffage, on approche ce type de bâtiment passif, c'est tout simple. Enfin, je vais déjà commencer par rappeler le principe du bâtiment énergie positive. Donc en fait, ce type de bâtiment, c'est un bâtiment qui produit plus que ce qu'il consomme. Et donc le but, quand vous récupérez ce genre de projet, c'est de minimiser toutes les consommations en chauffage, en eau chaude sanitaire, en ventilation, enfin toutes les consommations électriques, pour pouvoir proposer une production efficiente et que le projet soit viable économiquement. Donc voilà. Par rapport à notre approche, nous en réalisation, qui a été un peu aussi cette approche en conception, donc nous sommes attachés à bien vérifier et, comme vous l'avez évoqué, à rendre performant l'enveloppe avec nos sous-traitants. Donc il y a eu un gros travail de vérification des performances. Nous avons travaillé aussi sur l'étanchéité à l'air, qui est très important pour atteindre le niveau BEPOS. Tout à l'heure, vous disiez que le lycée des Mauges est le premier lycée BEPOS de France. Il est effectivement le premier lycée BEPOS de France dans le cadre de la RT 2012. J'insiste parce qu'à l'époque où on a commencé à réaliser cet ouvrage, on était encore au balbutiement de la RT 2012. Donc, toutes nos entreprises sous-traitantes, enfin le monde du bâtiment, n'était pas encore prêt pour franchir cette étape. Alors, on était en train de découvrir l'étanchéité à l'air, les problématiques de passage d'air à travers toute la tripaille, on va dire, du bâtiment. Oui, tout à fait. Et donc, bon, ça reste néanmoins un bâtiment classique avec quand même des points particuliers, des points de vigilance, comme vous le disiez, l'étanchéité à l'air qui a été un gros sujet sur toute la durée du chantier. Le photovoltaïque aussi, parce qu'on devait quand même avoir une surface et une performance assez élevée, ce qui limitait le nombre de fabricants, de fournisseurs. Et puis nous avons ce fameux sujet du puits canadien qui a été un peu un ovni pour nous. C'est la première fois que vous aviez réalisé un puits canadien. Nous réalisions un puits canadien qui est lui aussi l'un des plus grands de France, vu qu'il fait 28 000 mètres cubes heure. On va peut-être un peu expliquer le principe. Oui, allez-y, expliquez-nous le principe et puis après en quoi ce puits-là est quand même assez exceptionnel. Donc le puits canadien, finalement, pour être assez succinct, c'est tout simplement des tubes que vous enfouissez dans le sol de manière à pouvoir réchauffer votre air en hiver et rafraîchir votre air en été, et donc ainsi faire des économies d'énergie de chauffage et peut-être des économies en climatisation ou au moins améliorer le confort en mi-saison ou en été. Donc voilà un peu le principe. Concrètement, sur notre projet du lycée des Mauges, donc on était sur des tubes faisant 50 mètres de long, ce qui était nécessaire en termes de dimensionnement. 50 mètres linéaires, hein, c'est ça? 50 mètres linéaires de long, effectivement. Ce qui était vraiment nécessaire pour avoir cette température à peu près constante en période hivernale. Quand vous dites température à peu près constante, ça veut dire quoi? Une température 14-15 degrés, 16 degrés, et on admet 2 ou 3 degrés Il y aura toujours sur les saisons. De toute manière, le sol, enfin la température du sol a quand même quelques fluctuations qui sont acceptables, mais il y a quand même quelques fluctuations. Vous n'arriverez jamais, même vous aurez beau enfuir vos tuyaux, vous aurez toujours cette petite variation. Donc ça, de toute façon, on l'a pris en compte dans le calcul. Et donc, le gain, en gros, est de l'ordre de 8-10 degrés suivant les saisons. Je vais juste y revenir juste après. Vous l'avez peut-être vu dans les photos qu'on est en train de projeter. Vous êtes quand même sur un puits canadien qui a 6 nappes, ce qui n'est pas neutre. Et en termes de dimensionnement, on a dû travailler avec un chercheur, Pierre Hohlmüller, qui est un chercheur émérite en matière d'économie d'énergie et qui travaille à l'École polytechnique de Lausanne. Donc j'insiste sur ce dimensionnement parce que c'est ce dimensionnement qui a fait qu'on a réussi à avoir un gain de 5 degrés notamment par rapport à la température extérieure en période hivernale.
C'est-à-dire qu'en hiver, si j'ai une température extérieure de 5 degrés, dans votre puits canadien, je suis à 10. Vous pouvez en moyenne arriver à 10 degrés. Bon, ça dépend des saisons de chauffe. Et justement, ce gain de 5 degrés, on ne l'a pas évoqué, mais vous permet justement de faire des économies de chauffage, vu que ce puits canadien est relié directement aux centrales de traitement d'air, qui assurent en partie. Voilà, ça c'est son utilité. En fait, l'utilité du puits canadien, c'est de préchauffer l'air, de ne pas faire entrer de l'air froid dans le bâtiment. Tout à fait. Et donc on se sert de cet air pour ensuite faire le traitement d'air, c'est ça? Exactement. Bon, alors petit bonus par rapport à ce puits canadien, hein, qui a été conçu en partie par Lionel. Ce puits canadien permet, par rapport à la fameuse rue intérieure que vous évoquiez tout à l'heure, de rafraîchir la température en période de mi-saison. Enfin, vous voyez bien que la rue intérieure est entre guillemets équipée d'un atrium et d'une verrière. Et la verrière, ça reste ni plus ni moins qu'une serre. Il peut y avoir un risque de surchauffe. Voilà, et exactement. le puits canadien va permettre... Le puits canadien permet justement de rafraîchir l'air intérieur de l'atrium via des trappes au niveau de la verrière, ce qui vous permet d'avoir un effet de tirage thermique. Et donc d'abaisser la température. Et donc d'abaisser la température de la verrière. Donc si on prend un petit peu l'ensemble, on va dire, des éléments d'énergie qui ont été mis, on a le puits canadien, la centrale de traitement d'air qui, elle, ventile et... qui assure une partie effectivement du chauffage. Qui assure une partie du chauffage. Voilà. Ensuite, le chauffage est assuré comment? Et le chauffage principalement effectivement est assuré par des pompes à chaleur qui elles-mêmes sont effectivement reliées au puits canadien. Parce qu'en gros, au niveau du fonctionnement d'une pompe à chaleur, hein, vous récupérez la chaleur de l'air extérieur, et là, en l'occurrence, l'air extérieur, c'est le puits canadien. Voilà, et ce qui permet d'avoir de l'air réchauffé et pas avoir de l'air froid. Tout à fait. Voilà. Donc, on a vu la centrale de traitement d'air, double flux, les panneaux photovoltaïques, une éolienne, et c'est cet ensemble qui vous permet d'être positif. C'est effectivement cet ensemble qui nous permet d'être positif, hein, en dehors de l'éolienne qui a plus un objet qui a plus été installé dans un but pédagogique. C'est un tout, comme vous le dites. C'est la conception passive, on peut le dire, du bâtiment. C'est la technique au niveau des panneaux photovoltaïques, vu que ce sont quand même des panneaux très performants. Je ne sais pas si on a pu le voir au niveau des photos, mais vous avez quand même très peu de panneaux photovoltaïques au niveau de la surface de toiture du lycée, oui. Ce qui n'est pas neutre. Donc le fait d'avoir peu de panneaux photovoltaïques montre la performance de l'enveloppe du lycée, en fait. Exactement. Ce qui prouve qu'on a réussi à faire un bâtiment pratiquement passif. Alors, on arrive un petit peu à la fin de notre échange. Je vais vous demander à tous les deux une petite conclusion sur ce bâtiment, nous dire aujourd'hui, avec le recul, si tout ça fonctionne bien, si vous avez de bons retours des élèves, mais aussi des professeurs, et puis si du côté de l'énergie, les résultats qu'on avait calculés sont là. Donc, on va commencer par vous. Oui, en termes de retour d'expérience, donc on l'avait plus ou moins évoqué avec ce fameux gain quand même en température au niveau du puits canadien. D'une manière globale, au niveau des consommations, on est sur des consommations pratiquement de bâtiments passifs et on pourrait même aller plus loin. Ce bâtiment titille la prochaine réglementation thermique 2020, enfin, qui est une réglementation environnementale. Sinon, moi je voulais quand même remercier Lionel par rapport à ce projet, tout simplement parce qu'on a eu des échanges de qualité. Et lorsque vous faites ce type de projet qui est quand même assez technique, hein, même si ça reste un lycée, il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont vraiment la passion pour la technique. D'où, encore une fois, l'importance de l'humain. Exactement. Effectivement, c'est un travail d'équipe qui a commencé avec le maître d'ouvrage, les bureaux d'études, le BERIM en l'occurrence. Ensuite, l'entreprise Eiffage a effectivement été un partenaire super performant. Pour revenir sur le vécu des utilisateurs, donc il est excellent.
Et ça, c'est chouette, hein, il y a un enthousiasme. Après, il y a eu des réglages nécessaires, puisque c'est un bâtiment, comme tout bâtiment BPOS, un peu complexe à traiter, dans le sens où l'effectif, par exemple, la première année n'était que d'un tiers d'élèves. Du coup, bah, les gains thermiques par rapport à aux utilisateurs étaient plus faibles que calculés. Donc, il y a eu des surprises sur la consommation au tout départ. Voilà. Mais maintenant, c'est réglé, c'est rentré dans l'ordre des choses. Et on a un très très bon retour d'expérience. On a besoin d'une phase de rodage un petit peu sur un bâtiment comme celui-ci. Tout à fait. Donc c'était prévu avec, vous savez, ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement. Donc 1 an après la livraison, l'entreprise reste très concernée par les sujets et elle est rappelée lorsque c'est nécessaire afin de gérer la transition entre la construction et l'utilisation. Écoutez, messieurs, merci. Merci beaucoup d'être venus partager avec nous ce projet sur le plateau de Batijournal TV. Et donc, ce sera une émission à retrouver sur notre site, sur le site de Batijournal TV et sur le site de notre partenaire, Construction 21. Merci beaucoup à vous et à bientôt.